Avril 1995. Attentat d'Oklahoma City. La première plus grande attaque terroriste sur le sol américain. Son auteur, Timothy McVeigh, dit avoir agi en représailles à l'assaut donné par les autorités américaines lors du siège de Waco, au Texas. Un événement au cours duquel 76 hommes, femmes et enfants ont trouvé la mort dans un incendie. Les membres de cette secte ont-ils été conduits à la mort par leur gourou charismatique David Koresh? Ou ont-ils été tués par des agents du FBI, devenus incontrôlables? Aujourd'hui encore, la tragédie de Waco pèse lourdement sur la conscience américaine. Que s'est-il réellement passé? Un ancien agent du FBI a accepté de revenir sur l'événement. Les catastrophes sont rarement le fruit du hasard. Elles résultent souvent d'un enchaînement d'événements malheureux. Aujourd'hui, dans la Minute de Vérité. Les États-Unis. Waco, au Texas. Le 19 avril 1993, midi 15. Les agents du FBI cernent la propriété en flammes d'une secte religieuse connue sous le nom de Branche Davidienne. Clive Doyle est piégé à l'intérieur. Je priais pour que Dieu intervienne rapidement. En réalité, Clive a plus peur du FBI que de l'incendie qui fait rage. Je regardais dehors en demandant « Si on saute, ils vont nous tirer dessus ?» Clive se trouve dans la chapelle de la secte. Il est un disciple du chef charismatique David Koresh depuis 10 ans. Je trouvais qu'il avait quelque chose. Tous ceux qui vivaient là-bas adhéraient à l'idée qu'il était une sorte de prophète ou de messager de Dieu. Les autorités fédérales ne l'entendent pas de cette oreille. 7 semaines plus tôt, le 28 février 1993, l'ATF, le Bureau des alcools, tabac et armes à feu, lance un assaut sur la propriété pour arrêter David Koresh. Ce dernier est soupçonné de transformer illégalement des armes semi-automatiques en armes automatiques. Le caméraman d'une chaîne d'information locale filme l'offensive des hommes de l'ATF. L'attaque, qui reposait sur la surprise, tourne très mal. De toute évidence, David Koresh et ses adeptes ont été prévenus. Ils nous tirent dessus à Mount Carmel. Mount Carmel? Oui, il y a des femmes et des enfants ici, qu'ils arrêtent. Au cours de ce violent affrontement, 4 hommes de l'ATF et 6 Davidiens sont tués. David Koresh est blessé. Toutefois, il refuse de se rendre. Des agents de l'ATF ayant été tués, c'est maintenant aux hommes du FBI de prendre la situation en main. Leur principal négociateur s'appelle Byron Sage. J'ai appris l'incident alors que je m'apprêtais à aller à l'église avec ma famille. Le téléphone a sonné. C'était mon patron à San Antonio. Il m'a dit un raid a très mal tourné. 4 agents sont morts, 16 sont blessés. Rendez-vous au plus vite à Waco pour mener les négociations. Byron Sage du FBI, puis-je parler à David? Au début, le FBI joue la carte de la conciliation et parvient à négocier la reddition de 14 adultes et 21 enfants. Toutefois, un noyau dur de Davidiens refuse de céder. Byron Sage leur fait parvenir une caméra afin de savoir à qui il a réellement affaire. ATF, vous êtes dans l'erreur. Avec vos pratiques, vos habitudes,
Vous menacez les gens avec des armes. Moi, je vous retrouve dehors quand vous voulez. Il va y avoir des blessés si vous continuez à jouer à ce jeu-là. C'est à vous que je parle. Il va y avoir des blessés. La priorité du FBI est d'évacuer les enfants. On faisait pression sur David pour qu'il fasse sortir les enfants. Alors il a fini par dire « Vous ne comprenez pas. Les autres enfants, ce sont les miens. Ils ne sortiront pas d'ici. » C'est l'impasse. Commence alors l'un des plus longs sièges de l'histoire des forces de l'ordre américaines. David Koresh ne coopère pas avec les négociateurs. David nous a dit « Vous ne comprenez pas, ce n'est pas à vous que je réponds. C'est à une puissance supérieure. Et mon Dieu m'a dit d'attendre. » Les responsables du FBI s'impatientent devant la lenteur des négociations et font monter la pression d'un cran en privant les Davidiens de chauffage, d'électricité et d'eau. Ils ont eu recours à la privation de sommeil. On avait droit à des sonneries de téléphone, à des trompettes, à des réveils militaires, à des bombardements d'avions, à toutes sortes de choses du genre. Pourtant, la stratégie fait chou blanc. Et le siège entre dans son 50e jour. On négociait avec ces gens depuis X jours. On avait tout essayé. Le FBI a désormais un nouveau plan. 19 avril, 5h59 du matin. Byron Sage appelle les Davidiens et parle au bras droit de David Koresh, Steve Schneider. Je lui ai dit, Steve, nous allons envoyer des gaz lacrymogènes dans le bâtiment, mais nous n'allons pas y entrer. Prends ton fusil. À l'intérieur, David Koresh prépare ses adeptes. Vite, 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 vite! Allez! Le groupe religieux a amassé un redoutable arsenal d'armes automatiques et semi-automatiques. Allons-y. Dépêchez-vous. 6 heures du matin. La propriété est cernée. 2 chars d'assaut modifiés sont en route. Ils transportent des cartouches de gaz CS, un gaz lacrymogène. Byron Sage est en position à 300 mètres de la bâtisse. S'approcher davantage est trop risqué. David, ce message s'adresse à tous les occupants. Nous sommes sur le point d'envoyer des gaz lacrymogènes dans le bâtiment. Il n'y a pas de réponse. Jim McGee, de l'équipe de libération des otages, est prêt à intervenir. L'idée était de rendre l'endroit tellement inconfortable qu'il n'ait d'autre choix que de se rendre. 6h05 du matin. Ils venaient à peine de pénétrer sur la propriété qu'une pluie de tirs a éclaté. Dès qu'on a franchi le périmètre, ils nous ont tiré dessus. Le gaz lacrymogène est injecté par des buses qui pénètrent dans les murs et les fenêtres du bâtiment. Les Davidiens sont prêts. Ils ont un stock de masques à gaz. J'ai mis un masque quand ils ont envoyé du gaz dans la chapelle. Très vite, je n'arrivais plus à respirer. Le gaz brûlait la peau, c'était atroce. On aurait dit que c'était de l'acide. Le feu nourri dont ils sont la cible incite très vite les hommes du FBI à changer de tactique.
Il avait été décidé comme plan B que si les agents sur le terrain venaient à être mitraillés, on s'efforcerait alors de saturer le bâtiment le plus rapidement possible pour le rendre totalement irrespirable et forcer ses occupants à sortir par les fenêtres, par n'importe où. Le FBI envoie 4 véhicules de transport de troupes. Jim McGee riposte avec des projectiles pénétrants également remplis de gaz lacrymogène. On tirait les projectiles de gaz lacrymogène avec les lance-grenades M79. J'avais vu qu'on nous tirait dessus depuis un certain endroit. Et c'est là que j'ai choisi d'envoyer une partie de mes munitions. Les projectiles explosent au moment où ils touchent le sol et remplissent les zones ciblées de gaz lacrymogène. Une grenade est entrée. Elle a traversé la chapelle et a atterri sous des bancs. On l'entendait se vider dans un coin. Ceux qui portent des masques arrivent à supporter le gaz. Ceux qui n'en portent pas ont du mal à respirer et le gaz leur brûle la peau et les yeux. Ce sont surtout les enfants qui souffrent. Les enfants n'avaient pas de masque à gaz. Les parents leur mettaient des serviettes mouillées sur le visage pour essayer de les protéger. 6h31 du matin. Byron Sage continue à inciter les Davidiens à sortir. Je leur disais, nous n'entrons pas sur votre propriété. Le siège est terminé. Vous êtes en état d'arrestation. Vous pouvez mettre fin à tout ceci en nous signifiant que vous êtes prêts à sortir. Malgré cela, les adeptes ne bougent pas. Le FBI utilise les chars comme des béliers. Les Davidiens voient les murs s'écrouler autour d'eux. À la dernière offensive, ils sont entrés jusqu'à la chapelle. Le char entier était à l'intérieur. Le canon arrivait jusque dans la chapelle. Le FBI peut maintenant envoyer des gaz jusqu'au cœur de la bâtisse. David a ordonné aux femmes de descendre les enfants dans la cave. C'était le lieu le plus sûr s'il devait arriver quelque chose. La cave est un abri de béton situé au centre de la construction en bois. Les Davidiens ne semblent pas prêts à se rendre, contrairement à ce que les hommes du FBI espéraient. Puis soudain, ces derniers aperçoivent des flammes s'élever du bâtiment. On a d'abord vu de la fumée sortir, puis très vite des flammes sont apparues. Il y avait du vent, beaucoup de vent ce jour-là, avec des pointes à 30 km/h. Et c'était une construction en bois. Les Davidiens, dont 28 enfants, sont désormais prisonniers d'un brasier. Leurs vies sont en danger s'ils n'évacuent pas les lieux en se rendant au FBI. Les flammes se rapprochent de Clive Doyle. J'entendais des cris derrière moi. Je reconnaissais les voix de ceux qui criaient parce qu'ils étaient plus près des flammes. Sherry, sa fille, est piégée à l'étage. Le feu empêche Doyle d'aller à son secours. Ma fille la plus jeune avait 18 ans. C'est à ses côtés que j'ai passé tout le siège, jusqu'à ce qu'on leur demande de monter à l'étage. Je ne l'ai pas revu après ça. Byron Sage diffuse un message urgent à l'attention de David Koresh. Je me suis adressé à lui.
Je lui ai dit, David, il ne faut pas que ça finisse comme ça. Vous êtes censé être un sauveur. Sauvez ces gens. Faites-les sortir. Midi 13. La bâtisse tout entière est la proie des flammes. La fumée s'est engouffrée à l'intérieur. Elle a été comme aspirée et tout est devenu noir. Je sentais une forte chaleur au-dessus de moi et je ne voyais rien. Clive Doyle s'échappe, seul, laissant sa fille dans le bâtiment en flammes. Je fumais. J'avais la peau des mains qui se détachait. Je me suis dit, si je reste ici, je vais brûler de toute façon. J'ai sauté dehors, j'ai atterri sur les pieds, dos au mur, et je me suis dit, et maintenant, je fais quoi? Clive Doyle ne sait pas du tout ce qui est arrivé à sa fille. Il est immédiatement arrêté par un agent du FBI. Il a pointé son arme sur moi en m'injuriant. Il m'a dit que si je bougeais, il me ferait sauter la tête et tout ça. Je me suis approché de lui et il hurlait « Où sont les enfants ?» On n'a pas cessé de leur demander où étaient les enfants. Aucun n'a répondu. J'ai répondu que je ne les avais pas vus depuis 2 jours. Bien sûr, ça ne lui a pas plu. Et il m'a crié « Tu te souviendras de ça toute ta vie ». Il n'y a toujours aucun signe de vie des 28 enfants censés être à l'intérieur. Quelques instants plus tard, une femme saute d'une fenêtre du premier étage dans ce qui semble être un effort désespéré pour s'en sortir. Puis elle se relève et retourne à l'intérieur du bâtiment. N'écoutant que son courage, l'agent Jim McGee se lance à sa poursuite pour la sauver. J'ai posé mon arme et je suis entré par une ouverture qui avait dû être une fenêtre. Elle a détourné la tête et elle ignorait mes questions. Elle ne me répondait pas. Les caméras de télévision filment le moment où Jim McGee l'entraîne de force hors du bâtiment. 10 ou 20 secondes après, le plancher du premier étage s'est effondré sur la pièce où on se trouvait. Quelques secondes plus tard, le feu avait tout dévoré. En raison des fortes rafales de vent, le feu se propage à une vitesse terrifiante. En 18 minutes à peine, la bâtisse tout entière est engloutie par les flammes. « 76 personnes, dont 2 femmes enceintes et 28 enfants périssent. La fille de Clive Doyle, Sherry, fait partie des victimes. Le corps du gourou de la secte, David Koresh, est découvert une balle dans la tête. Ça a fini d'une façon que personne n'a souhaité. 9 personnes sont sorties le dernier jour. Mais aucun enfant. L'affaire a tenu l'Amérique en haleine et la nouvelle de son dénouement tragique a fait le tour du monde. Le président Bill Clinton a soutenu le FBI aujourd'hui dans l'affaire Waco. Il rejette la responsabilité des 86 morts sur le gourou de la secte, David Koresh. Toutefois, les déclarations de Bill Clinton ne parviennent pas à stopper le flot de questions des journalistes. Fallait-il que le siège se termine de façon aussi tragique? Le FBI est-il directement responsable de la mort atroce d'un si grand nombre d'hommes, de femmes et d'enfants? C'est en remontant le fil des événements
Et en passant au crible divers rapports officiels, que l'ancien agent du FBI, Clint Van Zandt, va pouvoir répondre à ces questions. Il va faire la démonstration que la tragédie aurait pu être évitée si le FBI s'y était pris autrement. Je crois que tout le monde voulait savoir pourquoi tant d'Américains avaient perdu la vie à cause du gouvernement. Est-ce qu'on n'aurait pas dû, est-ce qu'on n'aurait pas pu s'y prendre autrement afin qu'il n'y ait pas tous ces morts? La branche davidienne s'installe au Mount Carmel en 1935. C'est un groupe religieux issu de l'église adventiste du 7e jour. David Koresh a abandonné ses études au lycée. Il rejoint le groupe en 1981 et en devient le chef 6 ans plus tard. Il pense être la réincarnation du Christ, destiné à déclencher des événements qui entraîneront la fin du monde. Ses prêches s'inspirent des textes de l'Apocalypse, qui décrivent le jour du jugement dernier et la vie éternelle. Les Davidiens accordent autant d'importance au sermon de leur gourou qu'à la Bible. Pour financer sa secte, David Koresh achète et vend des armes dans les foires aux armes à feu de la région. Après avoir eu vent de la présence d'armes automatiques dans la propriété, l'ATF met en place une opération de surveillance. Une opération qui débouchera sur l'assaut raté du 28 février. Au vu du nombre considérable de personnes qui ont péri dans l'incendie, la priorité de Clint Van Zandt est de définir avec précision comment l'affaire a commencé. En 1993, après avoir interrogé de nombreux suspects, les enquêteurs gouvernementaux étaient arrivés à la conclusion que les Davidiens avaient allumé eux-mêmes l'incendie. Chose que les adeptes qui ont survécu réfutent catégoriquement. On a entendu des tissus de mensonges sur ce qui s'était passé. C'est d'un grand cynisme. La justice n'est pas rendue. On est mal représenté et on ne peut pas faire confiance à ces gens. Le plus préoccupant pour les autorités, c'est que 6 ans après la tragédie, la plupart des Américains sont d'accord. En 1999, un sondage révèle que 61% des Américains pensent que c'est le FBI qui a allumé le feu avant d'essayer d'étouffer l'affaire. Un examen minutieux des images vidéo fait apparaître que 3 feux se sont déclarés presque simultanément. Dans le réfectoire, dans l'aile sud-est et dans la chapelle. Certains pensent que les projectiles de gaz lacrymogène tirés par le FBI auraient pu déclencher ces feux. Le FBI réfute cette hypothèse et affirme n'avoir utilisé que des projectiles non inflammables. Pourtant, en 1999, une photographie du FBI montre des cartouches vides de gaz lacrymogène d'un type différent, qui, lui, comporte un dispositif pyrotechnique déclenchant la dispersion du gaz. Or, on sait que ce dispositif peut provoquer des incendies. Clint Van Zandt relève à quel moment et à quel endroit ces projectiles de gaz lacrymogène ont été envoyés, pour déterminer s'ils sont à l'origine de l'incendie. Nous avons tiré 3 cartouches ayant un système pyrotechnique. Il consulte également des rapports qui confirment que les hommes de l'équipe de libération des otages ont bien tiré 3 cartouches de gaz lacrymogène. Toutefois, ils ont visé une structure en béton située à plus de 20 mètres du bâtiment principal. Qui plus est, Clint Van Zandt découvre des preuves concluantes que les cartouches n'ont pas provoqué d'incendie. L'enquête indépendante a montré que les cartouches pyrotechniques ont été tirées 3 à 4 heures avant que l'incendie ne se déclare.
L'ensemble de l'enquête démontre que ces cartouches n'ont rien à voir avec l'incendie de Waco. Mais le fait que le FBI ait reconnu tardivement avoir tiré ces projectiles fait planer une ombre sur l'ensemble de l'opération. Toutes ces théories du complot ont été échafaudées là-dessus. Si le FBI n'a pas dit la vérité sur les cartouches pyrotechniques, qu'est-ce qu'il n'a pas dit d'autre? Même si le FBI n'a pas allumé l'incendie de façon intentionnelle, les Davidiens pensent qu'il a pu le faire involontairement. Privés d'électricité depuis un mois, les adeptes utilisent des lampes à pétrole. Je ne dis pas que les hommes du FBI sont entrés et ont volontairement craqué une allumette. Mais certains rapports disent que le fait qu'ils aient démoli le bâtiment et renversé des lampes, ça a pu mettre le feu. Or, les hommes de la police scientifique ne trouvent rien qui prouve que des lampes à pétrole renversées aient provoqué l'incendie. En revanche, ils découvrent des preuves saisissantes suggérant que les Davidiens eux-mêmes seraient à l'origine du feu. Un tireur de l'équipe de libération des otages a vu un Davidien allumer un feu à l'intérieur de la bâtisse. D'autres preuves irréfutables suggèrent qu'il s'agit d'un incendie criminel. La décision a été prise d'introduire un mouchard dans la propriété des Davidiens pour comprendre ce qui s'y passait. Les techniciens ont inséré le micro dans un carton. Ils l'ont ensuite remis à l'équipe d'intervention qui l'a rempli de petites briques de lait et placé devant la porte des Davidiens dans l'espoir qu'ils prennent le carton. Le jour de l'incendie, le mouchard a enregistré de faibles bruits provenant de l'intérieur du bâtiment. En écoutant les enregistrements, Clint Van Zandt découvre un indice primordial concernant l'origine du feu. Le micro a enregistré des bribes de phrases comme « on allume le feu ». David disait « allumez le feu » et ce genre de choses. David a dit de verser l'essence. C'est fait. On l'allume quand ils arrivent avec le char, c'est ça? Pour Clint Van Zandt, tous les éléments sont concluants. Les enregistrements sont une première preuve. Si j'ajoute à ça les témoignages visuels, les photos, l'enquête indépendante, j'en conclus que les Davidiens ont allumé le feu et que le FBI a regardé brûler. L'enquêteur est certain que ce sont les Davidiens et non le FBI qui sont à l'origine de l'incendie. Cependant, ce n'est pas la seule chose dont le FBI est accusé. Clint Van Zandt doit maintenant établir si oui ou non le FBI a empêché les Davidiens de s'enfuir en tirant sur la propriété. 19 avril, 10h13 du matin. Lorsque les hommes du FBI commencent à injecter des gaz lacrymogènes dans la propriété, les adeptes de la branche davidienne répondent par une pluie de tirs. Contrairement aux agents de l'ATF, qui lors du premier assaut du 28 février avaient tiré sur le bâtiment des Davidiens, le FBI affirme ne pas avoir fait feu. Selon certaines accusations, le dernier jour du siège de Waco, le FBI aurait envoyé des agents de l'équipe d'intervention à l'arrière du bâtiment, de sorte que lorsque les Davidiens tentaient de s'enfuir, ils les auraient abattus, puis ils auraient jeté leur corps à l'intérieur pour qu'ils brûlent. Personne n'a tiré sur le bâtiment. On sait qu'on est responsable de chacune des balles qu'on tire. À la fin d'une opération, il y a une inspection des armes et des munitions. On sait également qu'il y aura un contrôle minutieux pour chaque balle tirée.
Clint Van Zandt examine des éléments clés susceptibles de révéler ce qui s'est réellement passé. Dans les années 1990, le FBI avait un avion connu sous le nom de Night Stalker. En gros, c'était un avion de surveillance. Équipé d'une caméra infrarouge, il a filmé la propriété et ce qui s'y passait. En 1999, un spécialiste examine les images que la caméra infrarouge du Night Stalker a filmées lors du dernier jour du siège. Il observe à 15 reprises des lueurs produites par des canons d'armes à feu provenant des barricades du FBI, ce qui tendrait à prouver que les agents ont bien tiré sur les Davidiens. Toutefois, Clint Van Zandt examine un autre rapport qui arrive à des conclusions tout à fait différentes. En mars 2000, des enquêteurs indépendants effectuent un test à Fort Hood, au Texas, non loin de Waco. Des tireurs sont filmés par la caméra infrarouge du Night Stalker. Les lueurs produites par les armes ont l'air très différentes de celles filmées le dernier jour du siège. Les enquêteurs ont conclu que les lueurs présentes sur les images de Waco sont dues à des débris réfléchissants qui se trouvaient sur le sol. Il y a une très nette différence entre les lueurs produites par des armes à feu et celles produites par des capsules de bouteilles ou débris de verre renvoyant la lumière du soleil au moment où l'avion est passé. Conclusion, les hommes du FBI n'ont pas tiré et il n'existe pas de preuves photographiques du contraire. Bien qu'il n'ait pas trouvé d'éléments prouvant que le FBI ait tiré sur le groupe religieux, Clint Van Zandt pense que les stratégies du bureau fédéral et la scission dans ses rangs sont en partie responsables du dénouement dramatique de l'affaire. Le FBI a déployé 2 équipes. D'un côté les négociateurs, de l'autre les agents de l'équipe de libération des otages. Les deux étaient censés travailler ensemble. Toutefois, l'ancien agent du FBI pense qu'un manque de communication entre les 2 équipes a pu contribuer à l'issue tragique du siège. L'une des principales difficultés de Waco, ça a été l'absence d'action coordonnée entre le commandement du FBI, l'équipe d'intervention et les négociateurs. Il y avait un mur entre les négociateurs et l'équipe d'intervention. Les négociateurs cherchaient avant tout à sortir de l'impasse de façon pacifique. Les hommes de l'équipe d'intervention, en revanche, étaient prêts à utiliser la force pour mettre fin au siège, ce qui les a conduits à se montrer inflexibles envers les Davidiens. Quand on fait partie de l'équipe d'intervention et qu'on risque d'être amené à pénétrer dans un bâtiment pour y mener un combat armé, il est plus facile de voir son adversaire comme un criminel de la pire espèce qui n'a qu'une idée en tête, c'est vous tuer et tuer les gens autour de lui. Pour moi, les Davidiens étaient de violents agresseurs. C'est certain, ils n'avaient rien de pacifique. Pourtant, la collaboration des 2 équipes est primordiale. En tant que négociateur, j'ai besoin de la présence de cette force. J'ai besoin d'une équipe d'intervention entraînée, disciplinée, qui est capable d'assaillir un immeuble en un clin d'œil. Et donc, en tant que négociateur, je n'ai pas besoin de brandir cette menace. Elle est là, et je peux l'utiliser comme une arme psychologique dans le jeu de poker mortel qui se joue à ce moment-là. Les 2 approches différentes sont censées se compléter. Or, à Waco, cela ne s'est pas produit. Personne n'a corrigé la perception que les hommes de l'équipe d'intervention avaient de la situation. Pour eux, les négociateurs étaient des mauviettes, des travailleurs sociaux qui allaient céder sur tout alors que supportaient des conditions terribles nuit et jour et que rien n'avançait. Du fait de cette absence de collaboration, les Davidiens reçoivent des messages contradictoires. Ils craignaient surtout que les autorités
c'est-à-dire le gouvernement, ne saisissent leur propriété et qu'ils ne puissent plus jamais y revenir s'ils en sortaient. Nous les assurions du contraire. Cependant, le travail des négociateurs est sapé par les actions de l'équipe d'intervention. À notre insu, ils ont notamment écrasé avec un char l'une des voitures des Davidiens qui était garée devant. Tout cela, nous ne le savions pas. Tout ce qu'ils faisaient nous braquait davantage. On se disait, on ne peut pas faire confiance à ces menteurs. Ils sont prêts à dire n'importe quoi pour arriver à leur fin, mais ils ne font rien de ce qu'ils disent. Cela a pour conséquence de faire échouer les négociations. Les Davidiens sont plus déterminés que jamais à ne pas se rendre. Les responsables du FBI se tournent alors de plus en plus vers l'équipe d'intervention pour résoudre le conflit. Le processus de négociation a commencé à perdre grâce aux yeux des responsables de plus en plus séduits par les interventions musclées. On ne tenait pas davantage à s'éterniser là-bas, mais c'était rageant. La solution de l'équipe d'intervention consiste à augmenter la pression psychologique sur les Davidiens. Elle coupe l'électricité et empêche les adeptes de dormir. Pourtant, la manière forte n'aboutit pas davantage à une reddition. Le FBI doit donc mettre sur pied une nouvelle stratégie. La décision est alors prise de tenter de faire sortir les adeptes à l'aide de gaz lacrymogène. Mais bien qu'ils vivent un calvaire pendant les si longues heures que dure l'attaque, pas un seul d'entre eux ne se rendra. Les stratégies du FBI n'ont contribué qu'à accroître les tensions. Pour comprendre l'impact que ces stratégies ont eu sur les Davidiens, Clint Van Zandt a étudié un rapport du psychologue criminaliste Alan Stone sur les relations entre David Koresh et le FBI. Il ne fait pas l'ombre d'un doute que c'est une espèce de combat de coq qui s'est engagé entre David Koresh et le FBI. Lorsque les responsables du FBI se sont adressés au public, ils ont dit « on va lui montrer qui commande ». Pour Alan Stone, c'est exactement l'approche qu'il ne fallait pas adopter avec quelqu'un comme David Koresh. Descendez vous mettre à l'abri. Si vous prenez David Koresh au sérieux, si vous allez au-delà du fait que c'est un criminel et un agresseur d'enfants, vous découvrez qu'il y a un autre pan de sa personnalité et qu'il est dangereux de vouloir le contraindre. C'était quelqu'un qui voulait tout contrôler. Essayer de montrer qui commande à ce genre d'individu, c'est s'exposer à de gros problèmes. Personne ne fera de mal ni à moi ni à ma famille. Il y a des lois aux États-Unis. Moi, je vous retrouve dehors quand vous voulez. Il va y avoir des blessés si vous continuez à jouer à ce jeu-là. C'est à vous que je parle. Il va y avoir des blessés. Vous avez affaire à quelqu'un qui présente des symptômes de psychose paranoïaque. Quelqu'un qui veut tout contrôler. Si vous pensez pouvoir faire céder quelqu'un comme ça, en utilisant la force, vous vous trompez complètement. Pour Clint Van Zandt, la clé qui permet de comprendre pourquoi les Davidiens n'ont pas accepté de se rendre se trouve dans l'interprétation de la Bible faite par David Koresh. Les Saintes Écritures annoncent que le peuple de Dieu va se trouver mêlé à une guerre et qu'il va devoir se battre pour se défendre.
Sur les 76 adeptes qui ont perdu la vie le 19 avril, 20 ont succombé à des blessures par balle. Sherry, la fille de Clive Doyle, a été tuée d'une balle dans la tête. Un médecin légiste indépendant a établi que ces blessures par balle ont été soit auto-infligées, soit infligées par d'autres adeptes. Les 56 autres Davidiens sont morts à cause de l'incendie. 27 corps ont été retrouvés dans la cave. Je suis arrivé à la conclusion que les adeptes de la branche davidienne ne percevaient pas le suicide comme une fin, mais comme un commencement. Confronté à des adversaires déterminés, et au terme du siège le plus difficile qu'il ait connu en 85 années d'existence, le FBI perd patience. Pour Clint Van Zandt, au contraire, il aurait dû plus que jamais faire preuve de patience. Le gouvernement se doit de toujours tout mettre en œuvre, même si cela doit être long, pour résoudre ce genre de situation sans avoir recours à la violence. Si ça ne fonctionne pas aujourd'hui, ça fonctionnera peut-être demain. Le temps était du côté du gouvernement. C'est nous qui avons provoqué une escalade de la violence, pas les Davidiens. Cela ne fait aucun doute aujourd'hui que c'est l'absence de communication entre l'équipe d'intervention et la cellule de négociateurs, ainsi qu'une mauvaise compréhension de la psychologie de David Koresh, qui ont poussé le FBI à choisir une stratégie regrettable qui ne pouvait avoir qu'un dénouement dramatique. 51 jours avant la tragédie, les Davidiens ont vent d'un raid imminent contre leur propriété grâce à un journaliste qui cherche son chemin. À la recherche d'armes automatiques illicites, les responsables de l'ATF ne renoncent pas au raid, bien qu'ils sachent qu'ils ont perdu l'effet de surprise. Plus longue fusillade de l'histoire des services d'ordre américains. Bilan, 4 agents de l'ATF et 6 Davidiens sont morts, et les blessés graves sont nombreux. « 39 jours avant la tragédie. Généralement, un siège dure entre 6 et 8 heures. À Waco, au bout de 9 jours, les hommes de l'équipe d'intervention du FBI rongent leurs freins. Ils sont entraînés pour sauver des otages, pas pour passer des jours et des jours à attendre. Dans l'espoir de débloquer la situation, ils finissent par avoir recours à diverses tactiques de guerre psychologique. C'est un échec cuisant qui ne contribue qu'à envenimer la situation. 24 heures avant la tragédie, le président Clinton valide un nouveau plan du FBI pour mettre fin au siège. 6 heures avant la tragédie, le FBI commence à utiliser des gaz lacrymogènes, bien que leurs effets sur les enfants ne soient pas bien connus, et qu'il n'ait jamais été utilisé dans un bâtiment aussi grand que celui des Davidiens. Ce qui pour le FBI est une opération méthodique destinée à faire sortir les Davidiens est vécu par ces derniers comme un véritable cauchemar. Midi 7, c'est la tragédie. Les Davidiens allument 3 incendies presque simultanément. Le feu est attisé par un vent violent et la propriété tout entière ne tarde pas à être engloutie par les flammes. 3h30 plus tard, seuls 9 adultes sont sortis vivants du brasier. La bâtisse a été réduite en cendres. 28 enfants ont perdu la vie. On aurait tous été prêts à vendre notre âme au diable si on avait pensé qu'il y avait une chance de sauver les enfants. Les adultes ont sciemment décidé de rester à l'intérieur, mais les enfants n'ont pas eu le choix. La dernière chose qu'un être humain peut contrôler, c'est la possibilité de se donner la mort. Il n'a pas d'autre façon de contrôler l'horreur psychologique qu'il vit. Si vous poussez à bout quelqu'un qui veut tout contrôler, il finira par se suicider. Bien que je sois convaincu à 100% que ce sont les Davidiens qui ont allumé l'incendie de Waco, je sais aussi que la guerre psychologique menée par l'ATF et le FBI a contribué à attiser ce feu et à faire tant de victimes.